Nous avons commencé à travailler sur ce sujet en faveur d'une nouvelle politique industrielle. Début 2010, quand il est arrivé la nouvelle commission Barrot. Moi, je suis italien, donc je viens d'un pays où l'industrie existe, où il y a 4 millions de petites et moyennes entreprises. Donc, aussi, la décision de Barroso de nommer commissaire de l'industrie quelqu'un qui vient d'un pays industriel, c'est déjà un message. Nous allons commencer tout de suite à essayer de changer la position politique de l'Europe. Et la crise, malheureusement, qui s'est passée, nous a aidés. Parce que tout le monde a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc, on a commencé à pousser sur la politique industrielle, aider les petites et moyennes entreprises. Nous avons approuvé un texte sur la politique industrielle, un deuxième sur l'internationalisation des petites et moyennes entreprises, et après encore plusieurs plans d'action pour l'acier, pour la voiture, pour la construction, pour les chantiers navals. Donc, et finalement, la Commission a approuvé un texte qui s'appelle la réindustrialisation de l'Union européenne. Le but, c'est d'avoir 20% du PIB avant la fin de 2020 qui arrive de la politique industrielle. Aujourd'hui, on est à quoi? 12? Non, on est en Europe à 15, 2, 15, 1, 15, 2. Donc, il y a ce but, nous sommes en train d'échanger. Nous avons travaillé beaucoup pour aider les petites et moyennes entreprises. Et l'économie réelle, aujourd'hui, est au centre de la politique de la Commission européenne. Voilà pourquoi je vais aussi remercier mon collègue Michel Barnier, qui est responsable du marché intérieur. Nous sommes en train de travailler la main dans la main, parce qu'au début, ce n'était pas facile de commencer à dire, voilà, il faut regarder à quelque chose qui est dans un coin, oublié dans un coin, l'industrie des petites et moyennes entreprises. Bien, nous avons changé. Maintenant, l'Europe a décidé de discuter, février 2014, de la politique industrielle. Un conseil, réunion de chefs d'État et de gouvernement dédié seulement à la politique industrielle. Après avoir discuté sur la compétitivité, après avoir discuté sur les prix de l'énergie, après avoir discuté de la défense et de la politique de la défense, au prochain conseil, on va conclure avec la nouvelle politique industrielle. Voilà pourquoi je pense que nous sommes en train de gagner, nous sommes en train de donner des réponses aux entrepreneurs européens. La question, est-ce que ça suffit? Moi, je pense non. Il faut aller de l'avant. Aussi, dans le budget européen, les perspectives financières 2014-2020, on a changé. On a augmenté l'argent pour la recherche et l'innovation. On est passé de 54 jusqu'à 80 milliards d'euros, mais avec un changement très fort. L'argent est dédié à la recherche et à l'innovation pour l'industrie. Malheureusement, pour plusieurs raisons, je fais un exemple qui concerne la France. Les Clean Energy Technologies, c'est un secteur où la recherche européenne est super, incroyable. Le centre de Grenoble, le plus fameux en Europe, et son chef, M. Janter, est le coordonnateur du groupe de travail de la Commission européenne. Bien, les grands résultats de la recherche européenne étaient utilisés pour plusieurs années par la Chine et par le Japon en faveur des entreprises chinoises, japonaises, contre les nôtres. Donc, vraiment stupide. Et qu'est-ce qui a changé à cette époque-là, quand vous dites vous avez été nommé? Quels sont les facteurs? C'est l'idée que l'industrie doit être replacée au centre de l'économie? C'est l'idée que pour maintenir et développer les emplois, c'est l'entrepreneuriat qu'il faut développer? C'était quoi la... S'il n'y a pas l'industrie, il n'y a pas le travail. Mais la crise a montré qu'une économie basée seulement sur la finance bouge seulement l'argent, et l'argent va finir toujours dans la poche des plus riches, mais n'augmente jamais. Une économie basée sur l'économie réelle, c'est-à-dire marché intérieur, industrie, petites et moyennes entreprises, fait augmenter l'argent.
Et donc, il faut essayer d'avoir une bonne économie qui voit la finance et les services soutenir l'économie réelle. Donc, moi, je ne suis pas contre la finance, je ne suis pas contre les services. Je dis seulement que s'il n'y a pas l'industrie, s'il n'y a pas l'entreprise, c'est inutile d'avoir une politique de la finance. Quand je parle de l'euro, ce n'est pas le but de notre vie politique. L'euro, c'est un instrument pour faire de la politique économique. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il faut avoir une banque centrale européenne pareille à la Fédérale Réserve des États-Unis. Il faut changer, il faut vraiment pousser à l'industrie. Nous avons changé parce que nous avons compris mais pousser dans un code d'industrie a provoqué des résultats absolument négatifs. Vous avez lancé aussi Entrepreneuriat 2020. C'est une nouvelle approche des choses ou est-ce que c'est plus de moyens? C'est quoi la logique de ce plan? Ce plan est dans le paquet de la politique industrielle, quelque chose qui est lié à l'homme et à la femme, c'est-à-dire les ressources humaines. Nous ne pouvons pas faire une bonne politique industrielle s'il n'y a pas l'homme, s'il n'y a pas la femme. Donc, il faut commencer à découvrir l'entrepreneur. Il faut commencer à l'école. Il faut aussi essayer de donner la possibilité aux jeunes de comprendre s'ils peuvent devenir entrepreneurs. Pourquoi pousser nos enfants à devenir seulement des fonctionnaires de l'administration publique, seulement policiers ou dans l'armée? S'il n'y a pas une vocation pour parler, on ne peut pas le faire. La solution, c'est si quelqu'un peut devenir entrepreneur, il faut qu'il essaie, mais aussi il faut le former à l'école. Moi, je pense que l'exemple de l'Autriche et de l'Allemagne, c'est un bon exemple. Le système qui oblige les jeunes qui, dans les deux dernières années à l'école, sont obligés aussi à aller à l'usine, à apprendre des choses. J'ai visité certaines usines en Autriche où il y avait des jeunes qui travaillaient dans l'usine et ils avaient commencé à connaître cette usine quand ils allaient à l'école. Il faut aussi essayer de comprendre qu'il faut changer, bien sûr, mais aussi il faut aider les jeunes à devenir entrepreneurs. Nous avons besoin de plus de jeunes, plus de femmes aussi. J'ai vu en Israël, aux États-Unis, où il y a des régions où le jeune qui arrive d'ailleurs sont devenus entrepreneurs. Donc l'entrepreneur immigré. Ce n'est pas seulement de l'immigration, immigré peut-être aussi quelqu'un qui vient d'ailleurs pour travailler, pour faire l'entrepreneur. Donc voilà. Aussi, essayer de résoudre d'autres problèmes pour permettre à la petite et moyenne entreprise de vivre. Accès au financement. C'est un désastre en Europe. Des problèmes. Heureusement, grâce au travail de Michel Barnier, nous avons eu la possibilité de conclure un accord avec le Parlement et le Conseil sur BAL 3. Grâce à cette décision, on peut aujourd'hui utiliser les règles de BAL 2 plus favorables aux petites et moyennes entreprises pour l'accès au crédit jusqu'à 1,5 million d'euros pour les petites et moyennes entreprises. On a poussé beaucoup sur les perspectives financières 2014-2020. On a aussi utilisé la Banque européenne des investissements. Nous avons donné à centaines des milliers de petites et moyennes entreprises de l'argent pour les startups. Nous avons donné de l'argent aux petites et moyennes, des microcrédits, aussi pour commencer. On est en train de travailler sur le venture capital aussi avec Michel Barnier parce que nous la travaillons main dans la main parce que le marché intérieur et politique en faveur des petites et moyennes entreprises sont la même chose. Moi, je ne crois pas au travail séparé. Il faut s'engager. Et dans ce esprit d'entrepreneur, c'est une communication qui pousse les États membres à faire les choses que nous essayons de faire en Europe. Donc, tous ensemble, il faut qu'ils s'engagent chacun à changer les choses. La bureaucratie, un désastre.
Si la bureaucratie est un fardeau pour les entrepreneurs, nous risquons de tuer les entreprises pour défendre certaines fois une bureaucratie qui ne marche pas. Il faut avoir une bureaucratie au service des citoyens. Moi, je préfère m'exprimer en langue française plutôt qu'en langue anglaise. Mais il y a un mot anglais que j'aime beaucoup, c'est le serveur. Quand nous parlons de l'administration publique, il faut toujours, aussi la bruxelloise, il faut toujours penser que nous sommes au service de nos concitoyens. Il ne faut pas être arrogant quand on est au service de nos concitoyens. Voilà pourquoi je pense que le but, j'ai organisé un grand événement à Bruxelles sur les fardeaux bureaucratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le but, c'est d'avoir 3 jours, sans zéro, pour le début d'une entreprise. Et je pense que vous travaillez aussi pour proposer au collège effectivement sur les 3 jours, en essayant d'imposer à tout le monde d'avoir une règle. Qui aussi permet à ceux qui demandent de faire des investissements chez nous. Parce que la bureaucratie, certaines fois, est un bloc pour les investisseurs qui viennent d'autres pays au-delà de la frontière de l'Union européenne. C'était efficace ces 3 jours parce qu'il y a du travail là aussi. Je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. Hein. Il faut être plus moderne. Il y a les ordinateurs, il ne faut pas utiliser les crayons. Alors, 3 sujets plus précis qui ont été débattus ce matin. Vu ce matin que l'accès au financement pour les entreprises, lorsque l'on était riche en plein développement, c'était assez facile sur les marchés. Les entreprises avaient plus de mal. Par exemple, un tiers des PME ayant demandé un prêt bancaire ne l'a pas obtenu, ou a finalement obtenu un montant inférieur à celui demandé. Comment les entrepreneurs doivent-ils s'y prendre pour trouver les financements à la hauteur de leurs ambitions, de leurs besoins? Il faut d'abord permettre aux banques d'avoir plus d'argent. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler en faveur de l'union bancaire. Toujours, vous voyez, marché intérieur et politique industrielle. C'est un engagement de Michel Barnier et je pense qu'on va gagner sur ce sujet. L'union bancaire, ce n'est pas quelque chose qui concerne les banques. C'est la façon de permettre aux banques de donner plus d'argent aux entreprises. C'est-à-dire que c'est un service en faveur de l'économie réelle. J'ai déjà dit le paquet Horizon 2020, le paquet COSME pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises. On a aussi proposé au Conseil, c'est-à-dire au chef d'État et de gouvernement, d'avoir un paquet argent de la Commission européenne, argent de la Banque européenne des investissements, pour avoir un effet levier à peu près 100 milliards d'euros. C'est un paquet que nous sommes en train de travailler et que j'espère qu'on peut commencer à donner plus d'argent aux petites et moyennes entreprises. Bien sûr, et après, il faut respecter les règles que nous avons décidées, c'est-à-dire le délai du paiement et la directive. Il faut respecter pour tous les pays. Il faut que l'administration publique paye les entreprises. Si c'est pour nous, nous sommes obligés à payer à l'État. Et aussi l'État, quand il a un retard, il doit payer à nos concitoyens, entrepreneurs. Donc voilà, il y a plusieurs choses que la Commission est en train de faire. Autre thématique, c'est la capacité des entrepreneurs à aller chercher des marchés au-delà de leurs frontières. D'abord, le marché européen, c'est quand même un effort. Au-delà, on a vu les Allemands qui ont une facilité, presque un média naturel pour se développer, mais en tout cas qui ont créé les conditions pour exporter massivement. Au-delà de ça, il y a quand même la capacité des entreprises à adresser des marchés en dehors de leurs frontières, et puis en dehors de l'Europe. Vous revenez d'un déplacement en Asie, qu'est-ce que la Commission peut faire pour encourager cette dimension internationale dans la gestion d'entreprise? Le danger, c'est la délocalisation, c'est-à-dire fermer les usines et aller ailleurs, à produire. Voilà pourquoi j'ai décidé de travailler en faveur de l'internationalisation des entreprises, grandes, petites et moyennes. J'ai commencé à organiser il y a 2 ans des missions pour la croissance. J'accompagne dans le monde
chaque fois 50 ou 60 ou 90 entreprises, pas beaucoup parce que ce n'est pas une vacance. Nous rencontrons le chef d'État, le chef du gouvernement, nous rencontrons les organisations d'entrepreneurs, nous les accompagnons aussi avec l'ambassade de services extérieurs de l'Union européenne. Il y a des B2B avec les entreprises. Nous avons visité, nous avons organisé ces voyages au Brésil, Argentine, Chili, Pérou, Colombie, Uruguay, Mexique, États-Unis, Maroc, Égypte, Tunisie, Israël, Russie, Chine, et il y a une semaine, j'arrive du Vietnam, du Myanmar, la Birmanie et la Thaïlande. Et ils sont déjà prêts à faire des affaires. Ils ont déjà conclu des affaires. Il y a déjà des entreprises qui sont venues avec nous là-bas à faire, ils ont déjà conclu. Ils travaillent là-bas, il y a déjà des joint ventures. Et après, nous irons au Canada et en Australie, après il y aura les prochains commissaires. Je pense que c'est un bon résultat. Au début, il y avait quelqu'un qui était préoccupé, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, les commissaires. Quelques États membres étaient préoccupés. Je me rappelle une fois, parce que nous organisons. Ce n'est pas quelque chose, c'est le parapluie de la Commission européenne, mais ce n'est pas quelque chose contre les États membres. Je me rappelle à Bogota, petit déjeuner avec tous les ambassadeurs de l'Union européenne. L'ambassadeur, non, l'ambassadeur. Il n'y avait pas l'ambassadeur d'un pays membre. Il y avait une jeune fille jolie qui lisait un papier. Mon pays est contre parce que ce n'est pas une compétence de la Commission européenne. Elle a conclu, c'est les représentants de sa France. Mais moi, je représente une entreprise française. Et je suis content d'être ici parce que je suis soit français, soit européen. Et je gagne beaucoup plus. Et je veux remercier la Commission européenne pour ce travail. Parce que nous êtes. Et tous les entrepreneurs, moi je suis allemand, moi je suis italien. Non, vous avez raison, nous voulons les parapluies de l'Union européenne. Parce qu'une entreprise française qui arrive à Bogota, par exemple, il a déjà l'ambassadeur français, lui. Mais elle arrive comme représentante d'une organisation de 23 millions de petites et moyennes entreprises, de 500 millions de consommateurs, d'une grande organisation. Donc cela la aide. Donc ce n'est pas quelque chose qui va faire du mal en bimembre. Et cet entrepreneur français aura pas seulement l'ambassadeur de la France, il y aura aussi l'ambassadeur pour lui, l'ambassadeur de l'Union européenne, et les autres 27 ambassadeurs. Donc l'entreprise française aura plus de supporters. Voilà pourquoi je pense que nous avons eu de bons résultats. Mais, dans le même temps, il faut débarrasser la table du marché intérieur des problèmes que nous avons. Je vais encore une fois citer, seulement à cause de l'amitié que j'ai avec lui, Michel Barnier. Il a bien proposé, nous sommes en train d'approuver un paquet qui est, nous avons déjà approuvé quelque chose, mais on est en train de conclure. Un paquet lié, c'est l'Internal Market Act. Ce sont deux jumeaux, le Small Business Act et l'Internal Market Act. On est en train de débarrasser la table des problèmes qui empêchent le développement du marché intérieur. Je pense à la standardisation, etc. Est-ce qu'un jour, une des entreprises ou entrepreneur que vous allez qui va vous accompagner pourra dire je suis entrepreneur européen, une entreprise européenne, vous serez obligé de dire je suis allemand, italien, français, parce qu'un jour ça arrivera. C'est déjà comme ça, parce que tous les entrepreneurs qui sont avec moi sont toujours entrepreneurs européens. Je suis européen, mais je suis aussi anglais, allemand, français. Alors, très content de le faire. Hein. Deux petites questions pour vous. La première posée par difficile. Hein. La première posée par Benoît Degron. Cette compétitivité n'est pas faite pas par l'union fiscale. Oui, mais il faut convaincre. Il faut
Ok, Vous êtes avant. C'est votre réponse. Très bien. Et deuxième remarque, Il faut ajouter autre chose. Hein. qui est plutôt je le prendrais, c'était plutôt pour un compliment. Que quand on fait une politique française par les politiques européens, je ne sais pas comment vous le prenez, moi je le prendrais pour un compliment. Oui, mais il faut voir quelle politique européenne. Ah oui, oui, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer de regarder le problème de nos concitoyens. Je n'aime pas la politique européenne écrite sur des papiers dans les châteaux de Berlaymont. Il faut être plus proche aux citoyens, donc essayer de donner à tous nos concitoyens. Pour plusieurs années, il y a eu des erreurs. Aussi de demander ce nombre de sacrifices à nos concitoyens, sans avoir une forte politique pour la croissance, n'a pas donné de bons résultats à l'économie européenne. Donc, il faut certainement aussi corriger les politiques européennes, moi je pense. Donc, oui et non la réponse. Certaines fois, il y a dans certains pays des femmes dans une politique très capables. Donc, il faut regarder la politique plutôt que si quelqu'un a une politique européenne, il y a des bons politiques français et des mauvais politiques européens. Alors, pour continuer d'échanger avec vous, je propose d'accueillir Nicolas Kaplar, Hadj Khelil et Boris Saragat.